Et on poursuit cette journée pour cette deuxième journée de la 22e édition du Private Equity Exchange. Beaucoup d'intervenants sont venus sur le plateau, des experts, des dirigeants, des GPs, des LPs. On continue avec Julien David Dittlech. Vous êtes Managing Partner au sein d'Iris. Bonjour Julien David. Bonjour. JD, comment JD. fonctionne le marché? On va faire ça, ce sera plus simple. Donc Managing Partner, président de la société de gestion depuis 2 ans, Tout à fait. au sein de la structure depuis une dizaine d'années. Quand vous arrivez chez Iris, bon, j'ai fait un peu mes devoirs, on en a parlé un petit peu avant, la société a à peu près 400 millions AUM, la société de gestion, aujourd'hui vous êtes à 800, vous avez doublé, vous êtes donc président de cette société de gestion depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de l'actualité d'Iris avant de commencer à rentrer dans nos sujets? Il y a un truc spécial, je crois que vous venez de faire une petite session sympa. Oui, je pense que l'actualité principale, c'est que depuis 10 ans, la société de gestion s'est toujours concentrée sur son savoir-faire, qui est de financer des grosses plateformes technologiques en France, en Allemagne, en Europe, des objets technologiques qui ont nature à transformer leur marché au travers d'un produit très innovant, ce qu'on sait faire. On le fait en early ou en growth. Et sur ces 10 dernières années, alors qu'on a toujours une philosophie d'investissement très concentrée, on fait pas 30, mais une dizaine de deals par an, on a réussi à assembler un certain nombre de sociétés qui ont pris une ampleur majeure, des chiffres technologies de la détection de fraude d'assurance, des exotech de la robotique logistique, des Kiriba dans la gestion de trésorerie. Belle boîte Kiriba aussi. Donc on a réussi à accompagner une vraie apparition je dirais, d'actifs technologiques transformatifs majeurs dans notre monde. Et aujourd'hui, effectivement, on fête chez Iris un événement rare. On fête le closing d'une session d'une société qui s'appelle l'Inayex, qui est basée à Bonn, que nous avons financé en 2015 en amorçage. Donc ils étaient 3-4 et ils commençaient un petit logiciel qui permettait de recenser les applications d'entreprise, votre Salesforce, vos applications de serveurs. Société, elle est utilisée aujourd'hui par toutes les grandes sociétés du monde, en France par les plus grands du CAC 40. La société a atteint le fameux objectif d'être proche des 100 millions de chiffres récurrents. Elle a une capacité à être profitable. Elle a donc été acquise et de façon définitive aujourd'hui par SAP pour des montants qui ne sont pas publics mais qui sont de plus d'1 milliard d'euros très certainement. Et donc non seulement on a des sociétés qui grossissent et qui deviennent des actifs majeurs, mais ces sociétés qui grossissent et qui sont des actifs majeurs trouvent preneurs par des stratégiques ou par des piles, en ce moment ce sont des stratégiques, qui voient la valeur de cette construction de valeur et qui veulent la pérenniser et en faire des objets de toujours, quoi. Ça sent bon pour le prochain fundraising avec une perf comme ça. J'espère que votre média va le dire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous met dans des positions sur un véhicule de 2012 qui avait déjà fait beaucoup de retours, qui avait retourné plusieurs fois l'argent à ses investisseurs. Une société comme ça nous retourne à elle seule plusieurs fois le fonds, en faisant un multiple assez exceptionnel dans le VC. On appelle ça un dragon? Oui, alors tout un tas. C'était une licorne, maintenant c'est plus à la mode. Donc oui, c'est un fund returner et c'est un multiple fund returner. Magnifique. Donc en tous les cas, on appelle ça une super société. C'est un centaure et un dragon. Voilà, exactement, 100 millions d'ARR et dragon, tout à fait, tous les tampons. On vous suit. Vous aimez la mythologie et nous aussi. Ok, donc le fonds va bien, super succès, ça continue. Mais en même temps, vous le disiez, le contexte de marché n'est pas forcément dingue. Comment est-ce que vous abordez l'année à venir, justement par rapport à votre fundraising? Qu'est-ce qu'attendent les LP selon vous? Il y a forcément des sujets de liquidité en ce moment qui sont quand même prégnants dans vos discussions, j'en suis sûr. Comment est-ce que Iris est également innovant, également successful dans cette relation que vous entretenez avec ceux qui vont vouloir re-up, mettre plus, ou avec les nouveaux LPs que vous rencontrez, ou pourquoi pas du retail? Le sujet de la liquidité des LP notamment est un sujet que j'imagine prégnant au Private Equity Exchange. C'est un gros sujet actuel. Une année 2022 qui a été une année de vraie régulation après des très forts déploiements portés par ce qui a été peut-être dire correction, JD, on veut dire. Je fais attention aux termes. Belle correction, c'est moi qui le dis. Merci. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020-2021, l'enthousiasme était là. Les liquidités ont été monstrueuses, portées par des liquidités récentes apportées dans le cadre du Covid. 2022 a été une année d'ajustement puisque les taux ont connu une croissance sur les prêts assez forte qui a obligé chacun des asset managers à réévaluer avec un portefeuille en equity peut-être survalorisé ou en tout cas très valorisé et un portefeuille en obligation qui lui n'était pas du tout à hauteur de la croissance qu'offrait le marché. Voire en IMO qui baisse du coup un petit peu. Et ça c'est le nouveau facteur. Donc 2022, effectivement notre classe d'actifs s'est retrouvée un petit peu brimée de ce réajustement et d'un refroidissement très fort du marché. On voyait un début de reprise cette année avec des acteurs qui doivent quand même déployer, qui savent que notre classe d'actifs, la tech, a quand
quand même vocation à être plutôt plus intéressante dans les années à venir, intelligence artificielle, robotique, industrie, mobility, cyber, que moins. Mais effectivement, très récemment, avec l'évolution de l'immobilier, qui lui-même subit son propre réajustement des taux d'intérêt, donc de liquidité, on voit effectivement des investisseurs qui sont pris entre beaucoup de feux, qui sont donc plutôt frileux, mais notre classe d'actifs demeure une classe d'actifs d'allocation prometteuse. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est non pas des gens qui sont complètement à l'arrêt, mais des investisseurs qui retournent vers les fondamentaux. Effectivement, on est comme dans toute industrie pris dans le paradigme du est-ce que j'investis comme les copains pour montrer que j'ai pas fait de bêtises? Est-ce que je dois y aller pour exister? Est-ce que je re-up, le fameux re-up qui nous a été affiché par beaucoup d'investisseurs l'an dernier. On a beaucoup de demandes de re-up sur un portefeuille déjà réalisé. Super. Je pense que l'ajustement des valorisations et le retournement de marché a permis au moins, comme on dit quand la mer se retire, à certains de réaliser que tous leurs actifs ne sont pas équivalents. Et dans ce contexte-là, nous, on voit des opportunités avec des investisseurs qui sont intéressés par notre produit. Et dans ce marché-là, il y a enfin un critère qui fait de nouveau foi, ce qui est très rassurant, qui est la liquidité que nous apportons nous. Ce qui est donc le deuxième point que vous évoquiez. Aujourd'hui, effectivement, il est certain que notre levée de fonds et nos levées de fonds sont bien plus actives et bien plus réactives dès que nous avons des événements comme la sortie de l'INAIEX, qui n'est pas la seule. Cet été, nous avons amorcé 4 exits en parallèle qui sont toutes sur des vintage ou sur des fonds? Sur différents vintages 2012-2017 qui sont toutes sur des multiples en moyenne de plus de 2-3 dans le growth et de bien plus de 4 à 5 sur l'early. Et donc, effectivement, dès que nous faisons apparaître du DPI, aujourd'hui, on est sur des DPI de l'ordre de plusieurs fois le fonds, là, on voit quand même un marché qui est réactif et qui est capable de se positionner. OK. Et en même temps, vous évoluez dans un marché, vous l'avez dit, vous êtes passé peut-être un peu vite dessus, JD, mais c'est vrai, c'est normal, vous êtes dans la tech. Le private equity est dans une correction, la tech aussi. Alors du coup, qu'est-ce qui va faire la différence dans les prochaines semaines, les prochains mois sur la tech? Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on va devoir mettre de côté? Est-ce qu'on regarde différemment les dossiers? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une belle période d'opportunité pour vous, c'est la fête parce que vous allez pouvoir lever et que du coup, vous allez pouvoir répondre à tous ces besoins en financement qu'ont tous ces champions? Alors c'est une super question parce que ça résonne avec beaucoup d'éléments qu'on voit en ce moment. Bon, la fête... pas qu'on soit dans une ambiance de fête en ce moment en général, donc je n'irai pas clamer ça. Le premier point que vous soulevez, effectivement, lié, je pense, à l'appétence pour la tech. Alors, moi, j'aime bien prendre un exemple très simple. Je sais que sur la dernière année, les levées de fonds tech ont été difficiles. Je suis bien placé pour le savoir. Les levées aussi de fonds d'infrastructure ne sont pas aussi évidentes parce que l'évolution des taux, de toute façon, sur le LBO, crée un petit problème qui est qu'on est passé d'acquisitions très leveragées sur la simple évolution des taux à des acquisitions qui sont maintenant full capital, full equity. Alors moi j'ai un fait simple, d'ici 5 ans, pensez-vous que l'eau, l'électricité, l'énergie, ça va valoir plutôt moins ou plutôt plus dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui? Et pareil, est-ce qu'on se dit que d'ici 5 ans, la tech ne va vraiment rien faire du tout parce que bon, ça y est, c'est passé de mode, ou l'intelligence artificielle, l'automatisation des process, la cybersécurité dans les contextes que nous connaissons aujourd'hui sont en fait des sujets qui vont devenir fondamentaux non seulement aux besoins des entreprises, mais même à la souveraineté des pays. Ce qui m'amène à un facteur très simple, nous sommes sur des classes d'actifs qui portent, moyennant une bonne performance d'investissement, ce qu'évidemment chacun va clamer, les vrais germes non seulement d'une performance financière, mais au-delà de ça, d'un investissement dans le monde de demain. Donc ce facteur-là, indépendamment des variations actuelles de coûts de liquidité, de coûts de l'argent et d'opportunités de placement, ce sont des faits immuables qui nous font penser que, en tous les cas sur la tech, c'est un bon moment pour investir. Surtout, comme vous le disiez également, après une période d'ajustement 2022 qui a vu entre fin 2021 et mi-2023, les valeurs moyennes du Nasdaq baissaient de l'ordre de 30%, tandis que si on regarde le CAC 40 ou si on regarde le NYC, elles ont peu bougé. Moralité de l'histoire, il y a bien eu un réajustement des valeurs technologiques, mais qui s'est très vite rattrapé. Chacune des très grosses sociétés technologiques ont fait des licenciements, elles ont montré de nouveau des dividendes à leurs actionnaires, et on voit une volatilité de l'action qui oscille entre la très forte puissance de ces groupes à rendre de l'argent à leurs investisseurs,
actionnaires plutôt aujourd'hui, et à l'inverse, tout d'un coup, des peurs soudaines liées au contexte, liées à l'évolution du nombre de souscripteurs. Donc aujourd'hui, on a une micro-tendance qui est que, en fonction du temps, ça monte, ça descend, mais quand même une macro-tendance qui est que l'ajustement des valorisations tech est réalisé. Il nous a coûté à tous 30-40%. J'espère qu'il se reflète autant dans les portefeuilles des uns que des autres. Nous avons mené, puisque nous faisons des valorisations IPEV extrêmement acerbes, précises. Nous, on a pris sur nos TVPI et nos valorisations de multiples de portefeuille nos propres pertes dès le début de ce retournement de marché, ce qui n'a pas empêché le DPI, lui, de croître fortement, puisque des exits comme celle dont on parlait auparavant de l'INAIEX existent pour des assets bien gérés. Vous la gardiez celle-là en fait, au cas où, en cas de coup dur? Alors non seulement ça, mais moi j'avais annoncé à mes LP et à mes camarades qu'elle sortirait en H2. Tout le monde disait tu vas voir c'est compliqué. Alors malheureusement je n'ai rien à voir dans tout ça, c'est la beauté de notre métier. Et donc le Strat a pu le financer contrairement à un autre fonds quoi, aussi. Mais les strats ont toujours beaucoup d'argent. Les strats justement, c'est précisément ce qui démontre, indépendamment de l'ajustement de leur cours, c'est que moyennant quelques licenciements, ils font apparaître des niveaux de profitabilité très forts, qu'ils ont une capacité de génération de free cash flow assez monstrueuse. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où l'argent perd de sa valeur au moment même où on se parle, placer des très forts montants de liquidité dans des assets technologiques qui sont des relais de croissance pour ces acteurs stratégiques, c'est le meilleur placement. C'est comme vous, c'est le bon moment pour acheter un appartement si jamais il n'est pas trop cher. Ça va rester. Et donc, notre classe d'actifs à nous, c'est précisément trouver ces assets maintenant à des valorisations plus faibles qui seront les consolidations de demain et les relais de croissance de tous ces acteurs. Ces acteurs sont pérennes, notre activité l'est également. Un mot de conclusion, merci beaucoup pour ces points. Un mot de conclusion, JD, sur le value sharing, parce que vous venez de parler de ça sur scène lors de notre événement. Dans le venture, il y a toujours eu une très forte appétence au partage de la valeur, parce qu'on est là au début. Voilà, on a des gens qui font du LBO large cap, c'est pas les mêmes choses. Évidemment, il y a le manpack, on est en plus en France plutôt dans une géographie où les managers sont plutôt bien lotis, même si depuis 2 ans on a des sujets un peu jurisprudentiels, mais au niveau de la structuration du marché, on l'a bien compris jusqu'au large cap. Mais vous, encore une fois, vous avez toujours été innovant, vous avez, dans votre marché j'entends, le venture a toujours été innovant et très, très embarquant en termes de value sharing. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que la loi qui a été validée au Sénat récemment sur le partage de la valeur va vous aider? On va passer de 10 à 15% le plafond d'attribution d'AGA ou de BSPC ou de ce genre d'outils. Voilà. Est-ce que ça va continuer à bouger? Est-ce que vous allez continuer à innover sur ce sujet du partage de la valeur? La réponse est oui. Alors, le forum sur ce sujet était passionnant puisqu'il y avait des angles de fonds de private equity, des angles de M&A. Le VC a toujours un petit côté jeune débutant puisqu'il est au tout début de la chaîne, mais la beauté de ce modèle, c'est que nous, la première problématique de value sharing, c'est celle, comme vous l'évoquez, des employés. Au moment où on investit dans des sociétés, la première problématique, c'est quels vont être les BSPCE ou les BSA que nous allons pouvoir déployer pour incentiver les employés. Et on a vu simplement sur la croissance de ce qu'on a appelé une bulle, mais en tout cas qu'il y a une croissance de valeur des assets, puisqu'en même temps on a eu des sociétés incroyables qui ont émergé, et sur les montants déployés, que instantanément une problématique a été posée d'être capable de partager cette valeur avec les employés. Et d'une pratique de l'ESOP qui était un petit peu discrète, un petit peu associée à chaque tour, on s'est retrouvé dans des conversations avec des sociétés qui scalaient très rapidement dans notre portefeuille des chiffres technologies des Exotech, dans une conversation de partage de la valeur systématique. Il faut que les employés viennent, qu'ils aient un salaire, mais qu'ils aient aussi un incentive à faire partie de la génération de valeur que nous allons faire au travers de l'innovation dans nos sociétés. Et donc cette politique de déployer de plus en plus systématiquement des ESOP auprès des employés, notamment dans un contexte de valeur et de partage de la valeur morale des sociétés, dans un contexte de concurrence des sociétés tech pour les talents, tout un tas de facteurs ont contribué à accroître cette logique de partage de la valeur au sein des sociétés. Et donc, les lois récentes, qui sont un petit peu inspirées de ce que je vous décris, puisqu'elles nous ont beaucoup sondé, notamment le député Paul Midi qui fait un travail remarquable sur le sujet, en fait, elles reflètent un véritable air du temps. Ce qui nous amène à une vision plus vaste. Ce partage de valeur avec les employés, c'est une question qui se généralise. Partage de valeur des sociétés avec leur écosystème, leur société, au travers des engagements que nous prenons sur l'argent que nous levons et que nous investissons sur du RSE, sur le fait d'être article 8 et de mener des actions concrètes et mesurables auprès de nos sociétés sur leur responsabilité environnementale, de gouvernance, sociétale. Et donc les sociétés font maintenant non seulement du partage de valeur sur leurs employés, mais elles le font sur la société et elles le font
de bon gré, car notre métier, c'est ce que je disais en conclusion de ce panel, c'est l'innovation. On investit dans le futur. Le futur, si on regarde dehors, il va faire plus chaud, les ressources vont être plus rares. Il y a un véritable enjeu pour l'innovation de transformer ce monde-là. Cette transformation se mènera également avec des valeurs de partage environnemental, sociétal et de gouvernance. C'est très clair. Merci beaucoup JD. Merci pour ta présence. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Super Voilà. forum. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Ah, merci, c'est très sympa. Vous regardez For Change. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des interviews.